Voilà, mesdames et messieurs, pour revenir sur ce sujet qui est quand même, on va le dire, plutôt grave, nous disons souvent que si et seulement si les hommes font partie du problème, on parle des violences faites aux femmes, alors certainement ils peuvent faire partie de la solution. Mais plus sérieusement, messieurs, qu'auriez-vous d'entrée de jeu à faire passer comme message les uns les autres à ceux des hommes qui nous regardent, des hommes qui peut-être sont encore prisonniers du phénomène de la violence, parce que, ma foi, la violence finalement, elle prend le dessus, même sur ceux qui en sont l'auteur? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il faut arrêter de croire que c'est un combat qui ne concerne que les femmes, justement. Voilà. Et l'autre chose qu'il faut arrêter de dire, je pense, c'est que tous les hommes ne sont pas violents. C'est souvent un petit peu l'argument qui est donné pour étouffer le combat aussi. Le sont-ils tous ou ne le sont pas-ils tous? Évidemment qu'ils ne le sont pas tous, mais je pense qu'on n'est pas assez à être vraiment engagés. Oui. Et moi, je peux le voir pour finir mon propos au niveau des jeunes auprès de qui j'interviens. Dès la jeunesse, il faut commencer, parce que ce qui ressort beaucoup, même dès l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, c'est que les femmes jouent trop au bonhomme, soi-disant. Les femmes parlent beaucoup, comme si se défendre, c'était un attribut masculin, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de rentrer dans la prévention et de dire qu'en tant qu'hommes, nous devons être vigilants, parce que même si nous nous comportons bien aujourd'hui, nous pouvons basculer du mauvais côté. Les hommes et les femmes ne sont-ils pas en train de s'éloigner les uns les autres? Pour l'instant, vous dites oui, tenez-vous bien, à 80%. 80%. Vous le ressentez, ça, Abel Boilly, par exemple? À titre personnel, je ne parlerai pas de séparation ni d'éloignement, mais de redéfinition. Il y a une redéfinition du rapport entre l'homme et la femme, redéfinition par l'ère du temps qui veut que dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, le socle familial n'est plus autant un pilier de la société comme ça pouvait l'être avant. Il y a le rapport à la performance aussi. Tout à l'heure, Madame parlait justement de l'intime. Je pense que la prolifération aussi de tout ce qui va être hypersexualisation dans la société. Oui, notamment nos petits jeunes qui sont confrontés à ça, ils arrivent et ils imaginent qu'il faut être comme Rocco Siffredi. Il y a cette question de la performance, et souvent quand on parle de performance du côté des hommes, il y a toujours une vision égoïste. C'est comment vais-je pouvoir satisfaire une femme sans d'abord poser la question à qu'est-ce que la femme souhaite pour être satisfaite. Donc il y a cette dichotomie, cet éloignement. Et puis bien entendu, le troisième point, c'est le mouvement MeToo, la libération de la parole des femmes, qui est à la fois une bonne chose, mais qui pour moi, je travaille beaucoup sur le sujet des violences faites aux femmes aussi, est loin d'avoir tout réglé, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui malheureusement subissent des violences, sans compter le sujet de la pédocriminalité intrafamiliale aussi, qui est malheureusement un sport national. Donc voilà, c'est toute une redéfinition dans laquelle nous sommes, qui trouble la société. Ça constitue un grand trouble chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes. Mais je pense que c'est quand même un moment par lequel il faut passer pour, je l'espère, arriver à une relation plus équilibrée entre l'homme et la femme. Mais alors, vos réactions, il nous dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'il ne faudrait pas être violent. Simplement, il y a peu de ces hommes-là qui peuvent l'assumer en quelque sorte, dit-il. Mais parce que je ne sais pas si c'est à cause de la société ou à cause peut-être d'une lâcheté des hommes, je dirais un peu des deux. Je suis assez dur sur ce sujet parce que je vois tellement de cas sur le terrain. Pendant trop longtemps, comme je disais en préambule, on a cru que le combat contre les violences faites aux femmes était le combat des femmes. Et que si l'homme se greffait dessus, il était comme une sorte d'apport ou de bonus. Ou d'intrus parfois. Oui, ou d'intrus. Ou perçu comme tel. Alors qu'en réalité, je pense qu'on sera tous d'accord, les sexes ne sont pas faits pour être opposés, mais pour être complémentaires. Et qu'au contraire, les hommes ont toute leur place dans ces combats. Et lorsque l'on s'engage, les femmes attendent des hommes engagés. Abel Boilly. Justement, Abel Boilly, votre tour de table. Alors, revenons sur ce devoir de visite du père, évocation habile ou maladroite de la part du président de la République. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup auprès des jeunes. On sait que la problématique de l'absence du père est un réel problème dans la société. Et déjà, il y a un débat qui a été très mal posé à la base entre les familles monoparentales et les autres familles. Aujourd'hui, quand on parle d'une réflexion sur le devoir de visite du père, il y a tellement de multiplicité de cas que c'est extrêmement maladroit d'en parler comme ça. Si on parle de devoir, c'est-à-dire que l'on parle de sanction en cas de devoir non accompli. Et quand on parle de visite du père, c'est quel père? C'est lorsqu'il
lorsqu'il y a un divorce pour incompatibilité d'humeur. C'est lorsque le père a été violent avec la mère et que la mère ne veut plus entendre parler du père. C'est lorsque le père a eu, excusez-moi l'expression, des actes incestueux sur l'enfant et que pareil la mère protège. C'est lorsque vous avez un jeune de 20 ans qui aime sortir avec des filles de 13-14 ans, les mettre enceintes et puis prendre la fuite. Il y a tellement de multiplicité de cas. Et quid des enfants nés d'un viol, qu'est-ce que l'on fait? Et mon propos n'est pas de dire que tous les hommes sont méchants et que toutes les femmes sont des anges. Il y a des pères désenfantés aussi. Donc comment est-ce que l'État va pouvoir mettre en place ce devoir de visite du père? Moi, j'aurais préféré qu'il parle de façon plus globale d'une réflexion justement sur l'état de la parentalité aujourd'hui et qu'à la limite ce sujet soit un souci. On peut pas le présenter comme ça. Et effectivement, Emmanuel Macron, il est spécialiste dans quoi? Pourquoi je parlais de joueurs de poker? Il balance l'idée comme ça, il va voir comment ça va réagir dans l'opinion publique et après il va certainement monter une commission ou un énième Grenelle pour réfléchir à ce devoir de visite. Mais je trouve que c'est extrêmement maladroit parce qu'il y a tellement de casse autour de ce sujet qu'il faut l'aborder avec le plus de précaution à mon avis. On ne peut être que d'accord, les vraies voix. J'ai l'impression, non? Il est tellement spécialiste de la chose. Moi, c'est un régal de l'écouter. Oui. Bien. Alors, quand on a dit ça, qu'on a entendu, que l'on entend souvent, ma question demeure. Est-il compliqué ou n'est-il pas beaucoup trop compliqué pour un homme que de se départir de tout ce qui fait qu'on le considère comme un homme, un vrai, dit-on socialement, d'une société à une autre? J'entends ce que vous dites, nous émettons depuis la place parisienne, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça est là sur toute la planète. C'est comme si tous les hommes avaient le même père et la même mère, non, Abel? Et bien sûr que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans une société quand même machiste, très viriliste. On prenait les exemples, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je suis en contact avec beaucoup de footballeuses féminines. Et quand elles témoignent comment elles sont considérées par les footballeurs garçons ou hommes, c'est déjà une violence psychologique en fait, qu'elles doivent affronter tous les jours. Donc bien entendu que c'est difficile parce qu'il y a un problème d'éducation à la base et comme l'a dit Arnaud, il y a cet héritage qui date depuis des siècles où on apprend à l'homme qu'il doit être fort, que c'est lui qui doit protéger la femme, que c'est lui qui doit couvrir la femme. Et même dans certaines sociétés, on apprend à l'homme que s'il gagne moins que la femme, il a loupé sa vie. Enfin voilà, il y a quelque chose. Donc il faut déconstruire tout cela et réapprendre, je dirais même l'humilité en fait, l'humilité à l'homme pour qu'il puisse accepter que la femme n'est pas soit un objet de convoitise, soit un objet de compétition, mais que la femme est un élément sur qui il peut s'appuyer comme elle peut s'appuyer sur lui pour réussir cette complémentarité. Abel Boilly. À l'image de ce que vous venez de dire, il faut entendre la parole des victimes aussi, qui pour beaucoup militent justement pour la mise en place de tribunaux dédiés tels que l'on peut le voir en Espagne ou au Canada. Parce qu'il y a un problème aussi au niveau du traitement judiciaire, en tout cas qui est vécu comme un problème, c'est la dichotomie des fois entre la décision au niveau du pénal et du civil, avec une mesure d'éloignement d'un côté et de l'autre côté, un JAF, comme on dit, un juge des affaires familiales qui va estimer qu'il ne faut pas briser la filiation entre un père et son enfant, ce qui fait que le bourreau peut continuer de manifester une emprise, peut continuer d'oppresser la victime. Et ça crée des situations très difficiles psychologiquement. Donc, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va se dire encore plus jamais ça jusqu'à la prochaine victime? Donc, Monsieur le Président de la République a pu faire une déclaration tonitruante disant qu'on allait y mettre fin. Mais désolé, une situation qui périclite depuis des décennies, voire des siècles, lorsque l'on parle de violences faites aux femmes, va mettre beaucoup de temps pour que l'on puisse arriver à une situation de normalisation, malheureusement. J'aime assez cette idée, cette image de l'homme muselé, une fois n'est pas coutume. Quelque part, n'est-ce pas, vous qui travaillez au plus près des populations, n'est-ce pas un peu, beaucoup, la situation de certaines femmes, n'est-ce pas ce qui vous remonte? Effectivement, déjà, il y a un double muselage, paradoxalement. Oui. L'homme est muselé, comme on a dit, par la culture, par le machisme, par le virilisme, et la femme peut se retrouver muselée par l'homme. Et on le voit avec des témoignages que j'ai dès très jeune, des fois pour des questions culturelles, des fois pour des questions de machisme, où les filles ont moins de droits que leurs frères, des fois dans le même socle familial. Mais les hommes de la famille ne voient pas ça comme quelque chose de dangereux. Il y a un débat que j'ai souvent avec les jeunes, où des jeunes qui ont, on va dire, entre 16 et 25 ans, aiment dire la phrase suivante lorsqu'on parle des relations hommes-femmes. Moi, ma sœur, je veux qu'elle reste vierge jusqu'au mariage, sinon je la frappe, sinon je la cloisonne à la maison. Et moi, je leur dis toujours, vous voulez que votre sœur reste vierge jusqu'au mariage, mais vous, ça vous dérange pas de toucher les sœurs des autres. Donc, si vous voulez que votre sœur reste vierge jusqu'au mariage, vous-même restez vierge jusqu'à votre mariage pour lui montrer l'exemple. Et là, forcément, il n'y a pas de réponse. Donc, il y a ce muselage, en fait, qui est assez délicat. Et le fait, à chaque fois, mais on le voit au travers les magnétos, qu'en tant qu'homme, on ait souvent cette phrase « il est temps que ».
Il faut que, ça veut dire que les choses ont commencé, mais on est encore loin du compte quelque part. On a compris que ça ne devrait plus être comme ça, mais on n'a pas encore réussi à Si rentrer proche et si loin à la fois. Donc c'est assez délicat, mais il faut continuer malgré tout.